5h54, vous regardez BFM TV, suite de notre édition spéciale. Avec toute l'équipe de la matinale, bonjour Pascal et Mathieu. Bonjour Jenna, bonjour Tanguy, Mathieu. Évidemment, 39e jour de guerre. Bonjour à tous. Information de la nuit. L'Iran appelle la population civile maintenant à faire des chaînes humaines autour des centrales électriques. À la fin de l'ultimatum de Donald Trump tout à l'heure, Téhéran qui rejette la proposition américaine de cesser le feu temporaire. Elle veut une paix durable, fin de non-recevoir des Américains. Que va-t-il se passer la nuit prochaine à 2h du matin, heure française, à la fin de l'ultimatum? S'il n'y a pas d'accord et que le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, on posera la question à François Clémenceau. Question difficile, François. Donald Trump qui menace de supprimer l'Iran en quelques heures seulement, de détruire chaque pont et chaque centrale énergétique. Ces menaces sont-elles crédibles? Quel type d'opération? On posera la question au général Pélistrande. Et les frappes ont redoublé d'intensité ces dernières heures. Tous nos envoyés spéciaux sont évidemment déployés sur le terrain. Des missiles iraniens ont été tirés sur Israël. L'armée israélienne qui a lancé une vague de frappes majeure, la plus importante semble-t-il sur l'Iran depuis le début de la guerre. L'Arabie Saoudite a intercepté 7 missiles balistiques. La guerre et ses conséquences chez nous. Total peut-il encore prolonger son offre à moins de 2 € le litre? L'offre arrive à expiration ce soir. Emmanuel Le Chypre est déjà installé dans ce studio. Et puis les syndicats qui ont rendez-vous à Bercy, Anne Sora-Dubois, pour évoquer les conséquences économiques justement sur les prix du carburant. Et puis l'actualité, c'est aussi nos astronautes de la mission Artemis 2, Mathieu. Et envoyez-nous vos questions également sur le WhatsApp de BFM TV. Vous voyez le numéro qui apparaît avec une première question d'ailleurs de Cédric. Pourquoi le prix du GPL n'augmente pas, nous demande Cédric. Question pour Emmanuel Le Chypre. Parce que le GPL c'est surtout du gaz et que les prix du gaz ont beaucoup moins augmenté que ceux du pétrole. Ah bah voilà, c'est simple. Donc le GPS, c'est la bonne solution peut-être. Ah oui, alors ça, ça demande d'avoir un moteur adapté. Oui, ou d'être en boîtier, non, c'est pas ça? Et donc aussi, oui, absolument. Voilà, peut-être une des solutions. On vous en propose des solutions évidemment dans cette matinale. On vous accompagne on sera déjà dans une station-service dans un tout petit instant. La météo, Kevin? Bonjour, et quelle température relevée hier dans le sud-ouest de la France? 30 degrés ici à Biscarrosse face à l'océan Atlantique. Alors il y avait toujours un petit peu plus de monde sur le sable que dans l'eau. Pour le moment, température de l'eau un peu fraîche, 13 à 14 degrés. L'océan qui se réchauffera dans les prochaines semaines. Voici l'état du ciel actuellement au-dessus de la France avec cette petite dégradation qui se rapproche. Alors dégradation, c'est vite dit, ce sont des nuages de haute altitude qui s'accompagnent également de poussière du Sahara. Donc à l'heure du lever de soleil et du coucher de soleil, vous allez avoir cette impression un petit peu orangée dans le ciel, associé à ce flux de sud qui pousse ces poussières en direction de la France. On voit bien ce vent également bien établi de secteur sud, par exemple sur les côtes bretonnes où il fait très doux actuellement, 17 degrés enregistrés là en ce moment chez vous. Dans la région de Brest, on a du 20 à 21 degrés également dans les rues de Biarritz avec ce vent de sud très chaud. Bon, c'est tout l'inverse pour le moment ce matin dans le nord-est avec cette fraîcheur bien marquée. Vous remarquez donc cette chaleur, sinon dans l'après-midi, 28 degrés dans la région de Clermont-Ferrand. On pourrait avoir une série de 4 à 5 jours consécutifs où les températures restent au-delà de 25 degrés, en tout cas passent les 25 degrés en cours de journée, 25 degrés également de la chaleur jusqu'en Bretagne. Voici la situation pour les prochaines 24 à 48 heures. Peu de changements, on reste sous la protection de l'anticyclone avec simplement des débords nuageux par les bords de Manche. Jeudi et vendredi, ils s'installeront jusque sur les frontières de l'Est pour la fin de semaine avec une baisse très temporaire des températures. Puis regardez les prochains jours, c'est le week-end, arrivée d'une nouvelle dégradation, mais très vite décalée vers les régions du sud pour la journée de dimanche. Ça veut dire le retour du soleil sur les régions septentrionales et la remontée déjà des températures annoncées. Il est bientôt 6h, bienvenue si vous nous rejoignez. L'Iran qui appelle sa population à faire des chaînes humaines autour des centrales électriques dès la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Téhéran rejette en bloc la proposition américaine. L'Iran veut une paix durable, pas de cessez-le-feu temporaire, pas question non plus de rouvrir le détroit d'Ormuz. Nous sommes en duplex de Téhéran dès le début du journal. L'ultimatum américain expire la nuit prochaine. Donald Trump menace de supprimer l'Iran en quelques heures, de détruire chaque pont et chaque centrale énergétique. Ces menaces sont-elles crédibles? Quel type d'opération pour y parvenir? Nous poserons la question à François Clémenceau. Et conséquent chez nous, toujours ce baril de Brent autour des $110 ce matin. L'offre dans les stations Total
Total Energy qui arrive à échéance. Les syndicats qui sont reçus à Bercy cet après-midi. Jocelyn Azzo sera avec nous en duplex d'une station-service. Et puis on continue de suivre la mission Artemis 2. Les astronautes sont passés derrière la Lune vers 1h du matin et ils ont observé une éclipse solaire lorsque le Soleil a disparu derrière la Lune. Mais d'abord, cet appel des autorités iraniennes cette nuit à la population, former des chaînes humaines autour des centrales électriques. J'invite tous les jeunes, les athlètes, artistes, étudiants, professeurs à se réunir demain à 14h à proximité des centrales électriques. Ce sont nos investissements, elles nous appartiennent, elles font notre richesse. Siavosh Ghazi, vous êtes dans le duplex de Téhéran. L'Iran qui rejette la proposition américaine de cesser le feu temporaire. Elle veut une paix durable et pas question de rouvrir Hormuz. L'Iran a rejeté l'ultimatum du président Trump, mais aussi tout cessez-le-feu avec les Américains, en affirmant qu'il fallait mettre une fois pour toutes fin au conflit. L'Iran a présenté ses conditions, 10 conditions donc pour mettre fin à la guerre, des conditions qui ont été transmises aux Américains par l'intermédiaire du Pakistan, mais aussi d'autres pays donc qui jouent les intermédiaires, notamment l'Égypte ou encore le Qatar et la Turquie. Parmi les conditions, l'Iran veut avoir des garanties qu'il n'y aura pas de nouveau des attaques contre l'Iran. Des réparations de guerre de la part des États-Unis et des monarchies arabes du Golfe Persique qui sont impliquées dans le conflit, le contrôle du détroit d'Ormuz en coopération avec Oman, la fin de toutes les sanctions américaines et internationales. L'Iran veut également la fin de tous les conflits dans la région, y compris donc et en particulier donc le conflit au sud Liban, les attaques israéliennes contre le Hezbollah. Téhéran veut préserver son programme nucléaire, son programme balistique. Pas question de limiter ces programmes comme le demandent les Américains. Donc pour bien montrer sa détermination, des attaques ont été menées contre les bases américaines dans la région, mais aussi des installations pétrochimiques très importantes en Arabie Saoudite. Le chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, le commandant Majid Moussavi, a même affirmé que l'Iran avait labouré la région de Haïfa sans que les systèmes de missiles antimissiles n'interviennent pour intercepter les missiles iraniens. Donald Trump peut-il mettre ses menaces à exécution? Le président américain menace tout simplement de supprimer l'Iran en quelques heures, de détruire en 4 heures précisément chaque pont et chaque centrale énergétique. Matteo Pasto. En conférence de presse hier, Donald Trump repousse une fois de plus son ultimatum. Je leur laisse jusqu'à demain 20h. Je leur ai donné une extension, car je me suis dit que le lundi de Pâques n'était pas un bon jour. Vous savez, je veux bien me comporter. Un délai supplémentaire avec des menaces toujours plus radicales. Après, ils n'auront plus de ponts, plus de centrales électriques. Ils vont revenir à l'âge de pierre. Chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en train d'exploser et plus jamais utilisable. Je veux dire une démolition complète qui pourrait se dérouler en seulement 4 heures si nous le voulions. Des propos extrêmement offensifs, alors que de telles frappes sur des infrastructures civiles pourraient constituer une violation du droit international. Le peuple iranien est prêt à souffrir pour avoir la liberté. Nous avons intercepté de nombreux messages qui nous demandaient « S'il vous plaît, continuez à bombarder. Les bombes tombent près de chez eux, mais ils nous disent « S'il vous plaît, continuez, faites-le ». Autre point de tension, le détroit d'Ormuz. Alors que Téhéran évoque la possibilité d'un péage, le président américain inverse finalement la logique. Pourquoi ce ne serait pas plutôt à nous de mettre en place un péage? Je préférerais ça plutôt que ce soit l'Iran qui touche un péage. C'est nous les vainqueurs. Nous avons gagné. Reste à voir désormais si Donald Trump passera de la menace aux actes, après avoir repoussé à plusieurs reprises son ultimatum. C'est vrai ça, François Clémenceau. Donald Trump peut-il déclencher le déluge qu'il a promis, surtout s'il y a des chaînes humaines autour des centrales électriques? Il peut. La question, c'est est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il veut? La capacité d'aller frapper ces centrales électriques à travers tout le pays, je crois que oui. Je ne suis pas l'expert militaire ici. Mais s'il a été capable de mobiliser une centaine d'avions pour libérer un seul soldat américain, je pense qu'il est capable de mobiliser une centaine d'avions pour bombarder une centaine de cibles, notamment les centrales électriques. Après, la question, c'est est-ce qu'il le ferait même s'il y avait des chaînes humaines? D'abord, faire des chaînes humaines, volontaires ou non volontaires, ça s'appelle des boucliers humains, et c'est aussi un crime de guerre. Deuxièmement, est-ce que le
régime est capable de mobiliser suffisamment de monde pour pouvoir protéger toutes ces installations électriques en même temps et dans la durée, c'est une question ouverte. On n'en sait rien en fait. Et donc, entre la promesse de Donald Trump et le geste réflexe des autorités iraniennes, il y a peut-être un chemin. Ça ne veut pas dire que le deadline, l'ultimatum, sera appliqué à l'heure pile. Ça peut vouloir dire qu'on entre dans une séquence effectivement extrêmement tendue. Pendant ce temps, les frappes ont repris en intensité. L'armée israélienne, avec les États-Unis, ont lancé la vague de frappes qui pourrait être la plus importante sur l'Iran depuis le début de la guerre. Explosion entendue à Téhéran et dans sa périphérie. L'Arabie Saoudite qui a intercepté 7 missiles balistiques, des débris sont tombés autour d'infrastructures électriques, de civils également tués au Kurdistan par un drone chargé d'explosifs venus d'Iran. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour BFM TV. Des missiles iraniens ont également été tirés sur Israël. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Non, il n'y a pas de dégâts rapportés. Ces missiles sont tombés dans le désert du Negev, c'est dans le sud du pays, autour de la ville de Beersheba. Et il y a eu également, il y a quelques instants, des tirs du côté de Qarish Mona, cette fois-ci dans l'extrême nord du pays, mais il semble que cela viendrait du sud Liban, des tirs probablement venant du Hezbollah, l'allié chiite libanais de l'Iran. Alors oui, les tirs se poursuivent après plus d'un mois de guerre. On l'a vu hier à Haïfa, parfois les missiles, les systèmes antimissiles ne fonctionnent pas et il y a eu 4 morts, 4 membres d'une même famille. Mais il faut bien dire que cela renforce la détermination de la population israélienne à poursuivre cette guerre. Vous le disiez, des frappes de plus en plus intenses au Liban, en Iran, sans qu'on sache exactement ce qui a été visé. Mais la priorité des autorités militaires, ce sont les usines de production d'armements de missiles. C'est ainsi qu'Israël compte faire cesser les tirs de missiles sur son territoire. Stéphane Amar, le correspondant de BFM TV à Jérusalem. Je me retourne vers vous, François Clémenceau. Autre question, on l'évoquait à demi-mot tout à l'heure. Donald Trump qui menace de supprimer l'Iran en quelques heures. 4 heures pour détruire toutes les centrales, tous les ponts. C'est possible ? Ça, j'en doute. Techniquement, militairement, je ne crois pas. Je crois que cette phrase de Trump, elle est vraiment faite pour impressionner, elle est faite pour menacer. Rappelez-vous ce qu'il a dit précédemment, je vais ouvrir les portes de l'enfer, vous allez quelque chose que vous n'aurez jamais vu précédemment. L'emphase et le superlatif chez Trump est une seconde nature, donc il ne faut jamais accorder trop d'importance à la forme que ça prend. En revanche, sur le fond, est-ce qu'il est déterminé à le faire ? Je crois que oui, y compris lorsqu'on lui dit que ce sont des crimes de guerre que d'aller perpétrer des bombardements sur des infrastructures civiles, parce que lui et ses militaires pensent que il n'y a pas en fait d'infrastructure à 100% civile, ça n'existe pas. Il y a toujours un usage militaire des infrastructures civiles. Et donc, il pense que c'est le seul moyen pour pouvoir obliger les Iraniens à dire stop, à mettre les pouces. Je crois qu'il sous-estime une bonne partie de la volonté du régime de continuer à survivre malgré cela. Dans l'attente de la fin de cet ultimatum, les marchés sont suspendus. On verra comment ouvrent les bourses asiatiques tout à l'heure, mais le baril de Brent est toujours très haut, $111. Il est repassé au-dessus de la barre symbolique des $110. Et chez nous, l'offre de prix plafonnée dans les stations Total arrive à échéance aujourd'hui. 1,99 € pour l'essence et 2,09 € pour le gazole. Cette offre peut-elle encore être prolongée? On va poser la question à Emmanuel Le Chip dans le journal de 6h30. Jocelyn Azot, vous êtes dans une station-service, vous, de la région parisienne. Oui, exactement. Et ce matin, on se pose une question. Est-ce qu'il y a des profiteurs de crise, des stations-service qui ont augmenté opportunément leur prix? Exemple ici, donc à Massy, nous sommes en région parisienne, dans la station-service d'un supermarché qui, normalement, a les prix les plus attractifs et qui est voisin d'une station Total. La station Total est tombée en rupture ce week-end. Plus de carburant, grâce à ces prix plafonnés, il y a eu une sorte de ruée. Les prix avant le week-end dans cette station de supermarché, c'était 2,19 €. Des prix très attractifs. Voici le prix ce matin, vous allez le voir. Du gazole, 2,43 €. Une explosion du tarif en un week-end. Ça fait plus 24 centimes par litre de gazole. Et alors même que les cours internationaux, comme vous venez de le dire, étaient fermés ce week-end. Depuis jeudi soir, ils ne réouvriront que ce matin. Ce ne sont donc pas les cours internationaux qui justifient cette augmentation. On est face à une augmentation plutôt opportune ici. Et alors même que le gouvernement avait assuré qu'il ferait tout pour éviter qu'il y ait des profiteurs de crise, des gens qui profitent des ruptures des stations pour augmenter leurs marges ou leurs prix. La question se pose donc ce matin au gouvernement. Et puis, pour vous, faire attention au prix quand vous faites votre plat.
Jocelyn Azo avec Gaëtan Malaquin. C'est dans ce contexte, Anne-Sora Dubois, que les syndicats sont reçus à Bercy cet après-midi pour évoquer précisément les prix des carburants. Voilà, et c'est Sophie Binet, patronne de la CGT, qui a dégainé l'artillerie lourde hier. Elle demande un prix maximum à la pompe de 1,70 €. C'était même un peu plus avant le début de la guerre, et une baisse de la TVA sur l'énergie à 5,5%. On demande un peu moins côté CFDT, mais quand même, Marie-Lise Léon, sa présidente, demande une aide de 35 centimes d'euros par litre. Vous le voyez, notamment pour les aides-soignantes, les médecins et tous les fonctionnaires qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, autant dire tous les fonctionnaires. Voilà. Alors, elle est importante, cette réunion à Bercy, parce que les choses sont en train de changer dans l'opinion. Jusque-là, les Français étaient très sages. C'est la guerre à l'extérieur, c'est pas la faute du gouvernement. Sauf que ça commence à durer. Et donc, c'est en train de changer l'opinion. Et si les syndicats se mettent dans la partie, tout peut changer. Eh ben absolument, parce que l'Institut Montaigne, et les syndicats le savent bien, a publié il y a quelques jours une étude pour eux, pour les Français. Pour vous, qui profite le plus de la hausse du prix du pétrole? Eh bien, c'est l'État qui est cité en premier, avant les entreprises pétrolières. Voilà, on est à 3 semaines du 1er mai. Les syndicats ont donc un coup à jouer et ils ne vont pas se priver. Merci beaucoup Anne. 6h11, BFM TV sur le terrain. Nos envoyés spéciaux se sont rendus au sud Liban, occupé par l'armée israélienne. Aucun convoi humanitaire n'a pu rallier les villages isolés depuis près de 2 semaines. La route est trop dangereuse. Sur place, les habitants manquent de tout. Les ONG espèrent pouvoir reprendre les convois rapidement. Reportage d'Élise Philippe, Julie Rosaire et Nada Raphaël. Vous voyez, les étals du magasin sont totalement vides. Il n'y a ni pain, ni eau, presque aucun produit alimentaire. Ces images nous sont envoyées par des habitants de Debel, village du sud Liban, coupé du monde depuis 2 semaines. Les 1700 personnes qui y vivent encore ne reçoivent plus d'aide humanitaire car les convois sont à l'arrêt. 100 km plus au nord, à Beyrouth, il y a Charbel. Il avait prévu de retourner dans son village dimanche dernier pour apporter ses denrées. Il y a beaucoup de médicaments, un peu de galettes et des choses essentielles. Les habitants nous ont aussi demandé des fruits et des légumes, mais je pense qu'ils sont périmés parce qu'ils sont là depuis dimanche. Car l'armée israélienne, qui occupe le sud Liban, ne donne pas de garantie de sécurité suffisante pour ses convois. Plus personne ne s'aventure sur ces routes, bombardées tous les jours. Charbel, réfugié ici avec sa famille, appelle ses proches restés sur place. Hey Anna, comment tu vas? Laoud et Anna manquent de presque tout. On est en train de manger ce qui nous reste. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Quand les aides vont venir, mon Dieu. L'armée libanaise nous a abandonnés et il n'y a personne de la FNUE. Des habitants laissés à leur propre sort, les ONG dénoncent une violation claire du droit humanitaire international. Il est interdit d'avoir une région entièrement coupée. Ça relève du droit international et c'est là-dessus qu'on veut appuyer. Il ne faut pas qu'il y ait un village et des habitants isolés. Interrogé sur l'absence de garantie de sécurité pour les convois humanitaires, l'armée israélienne ne nous a pas répondu. Les habitants du sud du Liban et les ONG espèrent que ces convois pourront enfin reprendre cette semaine. Il est 6h13, vous restez avec nous dans un instant. Toutes les frappes de la nuit, ça s'est largement intensifié depuis les propos de Trump et l'Iran, donc qui refuse la proposition américaine. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur un nouveau projet de résolution édulcoré pour y protéger le fret commercial. Jérémy Normand avec Clément Granon nous attend à Doha au Qatar. Et puis des images de la Lune, est-ce que vous voulez les voir? La mission d'Artemis, eh bien les astronautes sont passés derrière la Lune. Face cachée.